Nous sommes de retour sur Direct Gestion avec Ludovic Dufour, donc de Mandarine Gestion. On va revenir avec vous sur le contexte européen. Aujourd'hui, vous êtes plutôt un gérant, on va dire, sur la zone européenne, hein, plutôt que sur des pays émergents ou d'autres zones. On a quand même un contexte qui est un petit peu morose actuellement, en tout cas d'un point de vue macroéconomique. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais est-ce qu'on va revenir quand même dessus? Les perspectives pour vous, on en parlait en 2014, eh bien, les gérants étaient plutôt positifs sur un retour de la croissance européenne. Et puis bon, finalement, tous les espoirs ont été un peu douchés durant l'année. On a eu une année boursière également assez chaotique. Aujourd'hui, on voit donc l'indice parisien fortement progresser. Enfin, on a fait la meilleure performance donc, depuis 1999 sur le mois de janvier. Les perspectives ne sont pas encore là au niveau européen, mais on a quand même la BCE, on a l'euro faible, on a pas mal d'éléments qui peuvent apporter un peu d'optimisme. De votre côté, est-ce que vous pensez que, eh bien, en 2015, on aura un retour de la croissance européenne? Alors c'est toute la question et comme vous l'indiquiez en préambule, c'est la question qui s'est posée en début 2014, un peu trop tôt, et on voit que cette reprise a été avortée. Elle a été avortée pour différents éléments qui sont venus un peu perturber l'environnement. Des éléments géopolitiques, des éléments climatiques avec un premier trimestre très décevant l'année dernière pour la croissance américaine, enfin je passe là-dessus. Tout ça nous a amené dans un contexte où en plus on avait une inflation qui baissait fortement pour s'approcher pour passer rentrer en territoire négatif. Donc il était nécessaire que la BCE agisse, elle l'a fait avec ce quantitative easing. Vous ne pensez pas qu'elle l'a fait un peu trop tard? On en parlait déjà, c'est vrai que les pressions inflationnistes, on en parlait déjà depuis l'été. Et bon, si on compare par exemple la Fed à la BCE, c'est vrai que la Fed elle a été beaucoup plus prompte à agir voilà, tout de suite, alors que la BCE a mis un peu de temps. Je pense que ce sera toujours une caractéristique de l'Europe, on est rarement proactif, on met toujours un peu de temps. Oui, ça aurait été préférable qu'il le fasse un peu plus tôt, ça aurait surtout permis, je pense, à éviter l'effet contagion. Aujourd'hui, l'effet contagion, c'est que la Fed, qui elle a un cycle de hausse de taux devant elle, celui-ci va être de plus en plus compliqué, parce que là aussi elle a une inflation faible, et avec cet ajout très massif de la part de la BCE en termes de liquidité au moment où elle doit donner son calendrier, ça a des répercussions sur le dollar, même si l'économie américaine est peu dépendante, c'est une économie quand même très tournée sur elle-même, donc les fluctuations de change ne sont pas un élément important, mais la vitesse à laquelle s'est apprécié le dollar, ça c'est embêtant. Donc là aussi on voit que c'est venu un peu perturber. Donc oui, le calendrier est un petit peu en retard de la part de la BCE est à différents égards embêtant, mais je pense que c'était également très très compliqué de le faire valider auprès des différentes instances. Dès le lendemain, on a vu des voix s'opposer, parler de violation du mandat de la BCE, etc. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête. Je vais rester content, positif dans le fait que ça a eu lieu. Ouais. On a aussi donc ce problème de déflation qui se rapproche progressivement. C'est vraiment une épée de Damoclès qui est au-dessus de nous. Pour vous, c'est bon, ça va se régler tout seul. Vous êtes plutôt confiant? Alors, on a de la chance d'avoir de la bonne déflation, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, on a de la bonne déflation, c'est celle qui vient de la baisse notamment de l'énergie. Donc on va regarder le corps, l'inflation corps, celle-ci aussi baisse, elle est sortie cette semaine pour la zone européenne à 0,5, elle était attendue à 0,8. Je pense qu'on arrive dans une ère où, d'ici quelques trimestres, semestres, la BCE se posera peut-être la question de cette barre des 2%, qui n'est peut-être plus en phase avec nos économies. En même temps, ça veut dire qu'il faut un peu revoir les espérances qu'on a sur la croissance, donc peut-être tout décaler légèrement à la baisse. Aujourd'hui, c'est quelque chose à surveiller. Je pense que c'est plus embêtant côté US que côté Europe, parce que justement, on veut maintenant donner du temps à la BCE pour voir ce qui se passe. Et c'est la tendance qui est importante. Si la tendance a réussi à s'infléchir sur la zone européenne, ce sera quelque chose de positif. Alors la Grèce, on a eu hier cette réunion, cette franche poignée de main entre Michel Sapin, ministre des Finances, et son homologue grec, donc Yanis Varoufakis. Bon, c'est vrai qu'on a une Grèce qui demande voilà, finalement l'annulation de la dette, ou même si ce n'est pas vraiment l'annulation, en tout cas à reporter. On est déjà à 30 ans, donc c'est vrai que ça ferait beaucoup. L'Allemagne qui est intransigeante, il n'y a pas quasi de négociation. Enfin,
on voit vraiment les intervenants vraiment rester campés sur sur leur leur position. posture. Qu'est-ce que vous pensez finalement de la position de la France aujourd'hui? On a l'impression qu'on va jouer un petit peu entre deux. Est-ce qu'on a un intérêt finalement, nous Français, à aller dans le sens de la Grèce? Alors, non, on n'a pas d'intérêt à aller dans le sens de la Grèce, parce qu'on a à hauteur de 40 milliards Eh oui. contribué à les soutenir. En revanche, politiquement, il y a certainement des intérêts pour la gauche de suivre, mais surtout, je pense que c'est se positionner comme l'intermédiaire qui va essayer de permettre les négociations. Et ce qu'a en tête la zone européenne, enfin pardon, la France surtout, c'est plutôt une politique de relance. C'est peut-être laisser venir l'Allemagne sur de la relance, ce que veut également la Grèce, et peut-être ce que veut d'abord la Grèce. La négociation de la dette n'est peut-être qu'un élément de pression, parce que la relance est également ce que veut l'Espagne. Donc du coup, on a beaucoup de pays qui veulent une politique de relance, et la plus à même de la mettre en place, c'est l'Allemagne. Donc après, on verra comment ça se déroule, mais je pense que c'est un élément de négociation qu'ils accepteront certainement plutôt un rééchelonnement, ce qu'on leur proposera, même si ça commencera à faire très très loin, mais l'important c'est de montrer qu'on n'annule pas la dette pour la zone européenne, et que ça permet de rentrer dans un peu plus de relance qui est nécessaire aujourd'hui en zone européenne. Vous pensez que pour l'instant, là, le dossier grec, finalement, c'est pas si important que ça n'a pas tant impacté les marchés boursiers? En fait, à la taille de l'Europe, c'est secondaire la Grèce. En revanche, ce qui Mais est les important, investisseurs suivent ça quand même avec attention. c'est normal, mais ce qui était important, c'est qu'ils comprennent qu'il y a la Grèce et le reste de la zone européenne. Les taux grecs sont à plus de 10%. On a eu bien entendu un peu de contagion si on regarde ce qui se passe sur les niveaux de taux italiens, mais rien de significatif. Donc il y a bien la distinction qui est faite entre l'histoire grecque et les actifs qui sont en Grèce et le reste de la zone européenne. Je ne dis pas qu'à un moment on aura un peu plus de tension, ça va être très caractéristique de l'année 2015, céder subitement aux fortes hausses de la volatilité. Oui. Il y a la Grèce, mais après derrière il peut y avoir un effet boule de neige avec l'Espagne, l'Italie, le Portugal, tous ces pays finalement qui ont fait des réformes et qui aujourd'hui ont besoin aussi d'aide encore. Et c'est vrai que comment on va gérer le dossier grec va avoir une répercussion sur les autres pays de l'Europe du Sud. Autour de la relance, parce qu'en fait, si on prend la dette grecque, elle est surtout détenue par les banques. Pardon, si on prend la dette espagnole, elle est surtout détenue par les banques espagnoles. Donc ils ne vont pas annuler leur dette, ils tueraient leur banque. Ensuite, si on prend le Portugal, ils ont sur les premières émissions de cette année levé plus de 50% de leur programme d'émissions. Donc ils sont soutenus par les investisseurs et ils vont certainement rembourser, à l'instar de ce qu'a fait l'Irlande, une tranche auprès du FMI en avance. Donc finalement, ça se passe plutôt bien sur ces niveaux-là, à cet égard-là, et la tendance est bonne sur l'appréciation, enfin, sur leur désendettement et sur leur capacité à payer leurs dettes. Non, la question, c'est la relance. Aujourd'hui, ces pays veulent mettre fin à la politique d'austérité pour apporter de la relance, et puis comme on a quelques éléments positifs, baisse de l'euro et baisse du pétrole en zone européenne, on a certainement l'opportunité au cours de l'année de venir soutenir un peu la croissance avec des politiques de relance qui sont toujours bénéfiques si elles sont suivies d'une amélioration de la croissance. Et c'est un peu le schéma qu'on pourrait avoir cette année. On a en fait que l'Allemagne qui maintient finalement ce discours d'austérité, parce que même, on peut le voir aux États-Unis, eh bien, Obama également dit voilà, assez de trop d'austérité. On a l'impression vraiment que c'est le discours de tout le monde, arrêter l'austérité, aller vers plus de croissance. Oui, alors Est-ce que c'est possible? ça se généralise, oui, c'est possible. Ça aurait d'ailleurs été possible plus tôt en zone européenne, même si je pense que une politique d'austérité était nécessaire pour permettre aux investisseurs étrangers de revenir investir sur les actifs libellés en zone euro. Ça aujourd'hui c'est acté. Maintenant on peut laisser de côté l'austérité. Et dès qu'on a, alors ce ne sera pas du tout pour la même chose. En zone européenne c'est pour accompagner de la reprise, alors que sur l'économie américaine, c'est bien parce que la croissance faiblit qu'il faut la soutenir. Au final, c'est généralement en soutenant la croissance, en faisant du crédit, qu'on a réussi à voir nos économies prospérer. Le cycle de croissance qu'on a connu depuis 40 ans est en grande partie lié au crédit et à l'endettement. Aujourd'hui, il faut juste avoir en tête qu'on ne peut plus s'endetter aussi rapidement. C'est bien pour ça qu'on aura des taux de croissance un peu plus faibles à l'avenir, et certainement de l'inflation du coup également un peu plus faible. En revanche, oui, on peut retrouver de la croissance.
et la zone européenne est actuellement, il me semble, en train de se poser les bonnes questions. Donc si on va vers plus de croissance, moins d'austérité, justement pour dynamiser un petit peu l'économie, les économies de la zone euro et la Grèce également, quels vont être les grands gagnants, les valeurs, les secteurs qui vont gagner de cette politique-là? Alors les secteurs, et ça c'est quelque chose qu'on observe. Alors on l'observe à chaque fois qu'on a eu un QI. Donc les QI, on les a surtout eu aux États-Unis, en Angleterre et au Japon. C'est les sociétés cycliques qui en ont bénéficié. Puis ensuite, c'est la même chose. À chaque fois qu'on a un redémarrage de l'économie, une amélioration du cycle, c'est également les sociétés cycliques qui en bénéficient. Maintenant, Donc les cimentières, les automobiles, toutes ces voilà, valeurs. exactement. Les bancaires, l'énergie. Maintenant, il y a un contexte toujours. Aujourd'hui, le contexte, c'est que l'énergie baisse. Donc, on voit très bien que les sociétés liées à l'énergie ne profitent pas de ce redémarrage. Et il est tout juste en train de se mettre en place. Hein. Et puis, les bancaires, parce qu'il y a deux éléments qui les ont un peu perturbés. Subitement, en fait, ce qui est fait par la Banque Centrale Européenne, ça aplatit la courbe. Donc ça veut dire que mécaniquement, les prêts octroyés par les banques vont être un peu moins rentables. Je vais un peu critiquer, mais j'ai l'impression que subitement, de nombreux intervenants de marché se sont rendus compte que les prêts octroyés par les banques allaient peut-être un peu moins rentables, donc le QI n'était pas positif. En fait, le QI il est positif parce que c'est de la quantité. C'est de la quantité de crédit qu'on veut. Donc un peu moins. 60 milliards par mois, c'est quand même. Ça va aider, ça va aider. Alors, c'est pas le meilleur mécanisme pour aider le crédit, mais en tout cas, ça y contribue. Et la zone européenne, elle a besoin de ça. Ce que veut absolument, c'est que le crédit redémarre. Donc, derrière, dans un deuxième temps, puis il y a d'autres choses qui sont un peu venues perturber temporairement le comportement des bancaires. Mais oui, sur l'année, c'est un bon secteur. L'énergie, une fois que le pétrole se sera stabilisé. L'automobile, mais l'automobile a déjà progressé très très rapidement. Donc oui, c'est thématique un peu cyclique. Mais sans être jusque boutantiste, je vais dire, faisant toujours de la diversification et en gardant également les sociétés qui, elles, vont juste se positionner sur certaines poches de croissance. Donc des sociétés qui, l'équipe croissance chez nous utilise un terme que j'aime bien, c'est le self-help. Donc les sociétés qui sont capables de s'aider dans cet environnement où la croissance pourrait redémarrer, mais elle ne l'a pas encore aidé. Donc des sociétés qui sont capables de se restructurer, des sociétés qui ont la main sur leurs coûts. Et un autre terme qu'elles utilisent aussi, alors je vais essayer de pas, c'est la glocalisation. Des sociétés qui sont globales, mais qui le font de manière locale, en délocalisant également leurs coûts de production sur place, en essayant d'équilibrer finalement coûts de production et bénéfices pour ne plus être perturbés par les effets de change. Et je vais un peu prôner ça, même si c'est moins ambitieux, c'est de la diversification encore sur la sélection qu'on aura en zone européenne. Pourquoi? Parce que ce marché sera chahuté. On a des élections en Angleterre, je pense que c'est les principales qu'il faut regarder. Si c'est Cameron qui gagne, il s'est engagé à avancer le référendum sur le fait qu'il quitte ou non l'Union européenne. Alors les derniers sondages finalement montrent plutôt une inversion, c'est-à-dire que l'Angleterre qui voulait absolument ce référendum, on voit que plus il devient plausible et moins la volonté de sortir est flagrante. Donc on verra bien ce qu'ils feront le jour J. Je pense que non, ils reculeront. Mais en tout cas, ça apportera beaucoup de perturbations sur les marchés. Et à l'instar de 2014, les marchés 2015 seront très perturbés. Je pense que le mois de janvier n'était pas significatif, où ça a plutôt monté pas tranquillement, fortement, un petit peu avec très très peu de pauses. Ça, c'était la belle partie de l'année. Le reste sera positif au global, mais nettement plus perturbé, je pense. Donc, si on veut vraiment privilégier quelques secteurs, on va quand même vers les cycliques. Hein. C'est aujourd'hui vraiment ce qu'il faut privilégier. Si on recherche de forts potentiels de valorisation, oui, c'est là où il faut aller. Après, il y en a certains qui sont déjà un petit peu chers, donc il faut toujours de la parcimonie. Mais oui, du cyclique, on commence à revenir sur le cyclique parce que cette position, elle se constituera au cours de l'année. Merci beaucoup Ludovic Dufour, donc gérant allocation d'actifs chez Mandarine Gestion. Merci. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion.